La France renforce les bibliothèques des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire avec des milliers d'ouvrages. Ces dons estimés à 330 millions de francs CFA entrent dans le cadre du contrat de désendettement-développement. Le nouvel expert indépendant de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire poursuit sa série de rencontres à Abidjan. Après le ministre de la Justice hier, Mohamed Ayad s'est entretenu avec la CEI et la CONARIV. Fin des opérations de dépollution des sites contaminés par les déchets toxiques. Les 3 derniers sites, Alépé 2 et Gibi Village, sont définitivement dépollués. L'information a été donnée aujourd'hui par le ministre de l'Environnement. L'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et formelles, du gaz moutarde a été utilisé dans le conflit syrien en août dernier. Le groupe État islamique est pointé du doigt par des militants syriens. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. La France, je vous le disais, renforce les bibliothèques des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire avec des milliers d'ouvrages. Ces livres ont été remis officiellement au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ces dons, estimés à 330 millions de francs CFA, entrent dans le cadre du C2D, contrat de désendettement-développement. Hugues Vibli. C'est une bibliothèque universitaire centrale désormais dotée de nouveaux ouvrages et d'un fonds documentaire important qui va recevoir les étudiants présents à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. On a au moins 100 000 ouvrages ici, d'une certaine durée de vie, mais nous voulons d'avoir des nouvelles acquisitions, plus de 5 000 ouvrages. Et bien avec les revues et les produits documentaires que nous avons en termes numériques avec la salle UNESCO et notre salle Internet, je crois que suffisamment, nous avons de la documentation pour les étudiants. Les 18 000 ouvrages officiellement remis ce jeudi en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan sont destinés aux bibliothèques des 5 universités et des 3 grandes écoles publiques du pays, acquis dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Ils sont évalués à 330 millions de francs CFA. Le C2D, c'est avant tout créer de nouveaux emplois dans les différents domaines, que ce soit l'agriculture, le secteur privé, mais c'est aussi par l'enseignement supérieur et la recherche que l'on participe à cette création d'emplois pour vous-même, chers étudiants. À ce stade, la contribution du C2D à l'enseignement supérieur et à la recherche, à la formation, s'élève déjà à plus de 21 milliards de francs CFA. Auparavant, nous n'avions pas de livres, pas de documents, parce que nous sommes en sciences juridiques. Je pense que les livres de droit seront à notre disposition. C'est un projet de grande envergure que tous saluons. Le Premier ministre se réjouit de ces acquis. Il marque à l'occasion la détermination du gouvernement à offrir des conditions d'études idéales aux étudiants. Des visites de terrain sont annoncées dans ce sens. Il faut aller sur place pour bien comprendre les préoccupations. Quand vous venez sur place, quand vous dites par exemple le Wi-Fi ne marche pas, quand vous venez sur place, quand vous dites l'électricité ne fonctionne pas dans les salles, vous comprenez ce que ça entraîne, davantage qu'à travers un dossier. Donc on veut se pénétrer davantage de ces éléments-là, conformément d'ailleurs à ce que le président Ouattara a souhaité au niveau du gouvernement, aller sur le terrain, vous voyez, on bouge d'ailleurs beaucoup, pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, écouter donc les utilisateurs, les bénéficiaires, nous dire ça va, ça ne va pas, et corriger le tir. À l'ensemble de la communauté universitaire, le gouvernement est décidé à offrir de meilleures conditions de vie et d'études. Dans ce cadre, une université virtuelle sera opérationnelle dès la rentrée universitaire 2015-2016. Le nouvel expert indépendant de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire poursuit sa série de rencontres à Abidjan. Après le ministre de la Justice hier, aujourd'hui, Mohamed Ayad s'est entretenu avec la CEI et la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes. Les explications de Roger Appé et Alexis Ouetraogo. Mohamed Ayad, expert marocain des droits de l'homme aux Nations Unies, était ce vendredi à la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, CONARIV. Avec le président de l'institution, Paul Siméon Awana, il a discuté des conditions des droits des victimes en Côte d'Ivoire. Je viens à la CONARIV parce que c'est une institution qui met
la victime au centre de ses préoccupations. Et c'est très important pour la réconciliation nationale. L'expert marocain des droits de l'homme a rencontré plusieurs autorités dans le cadre de sa mission de renforcement des capacités de coopération technique en matière de droits de l'homme dans le pays. Il a échangé jeudi avec le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire après les élections. Mohamed Ayat entend faire le bilan de sa mission. Il annonce une conférence de presse jeudi prochain pour présenter son rapport. Une autre réunion pour examiner la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Justement, tous les membres de la direction du RDR, le Rassemblement des Républicains, ont fait le déplacement à la rue Le Pic à Cocody, au siège du parti. La direction du RDR fait son analyse de la situation politique après le scrutin présidentiel d'octobre 2015. On en sait plus avec Hamza Diaby. Depuis le dimanche 25 octobre dernier, Alassane Ouattara, candidat du RHDP, est réélu président de la République avec une majorité de plus de 83%. Ce jeudi, la direction du Rassemblement des Républicains s'est réunie au siège du parti, 6 à la rue Le Pic à Cocody. Objectif, examiner l'évolution récente de la situation sociopolitique nationale. Cette élection a été unanimement qualifiée par les observateurs nationaux et internationaux de scrutin crédible, libre, inclusif, transparent et apaisé. Les Ivoiriens ont démontré qu'ils ont définitivement tourné la page de la crise post-électorale, prouvant ainsi que le processus de réconciliation nationale engagé est irréversible. La direction du RDR se réjouit de la victoire du candidat du RHDP et adresse ses félicitations au président élu et à tous ceux qui ont contribué à sa réélection. La direction du parti remercie tous les militants et sympathisants du RDR et du RHDP, les mouvements et associations de soutien et tous les Ivoiriens qui, dans un élan patriotique, se sont mobilisés massivement pour porter leur choix sur le président Alassane Ouattara. La direction du RDR se dit convaincue que le président Alassane Ouattara mettra à profit ce deuxième mandat pour poursuivre l'œuvre de développement qu'il a engagée, renforcer la démocratie et approfondir la réconciliation nationale. 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs CFA d'amende. C'est le verdict retenu contre 4 policiers accusés de racket sur un chauffeur de taxi. Les faits remontent à 2012 et ces policiers, selon les enquêtes, ont estorqué la somme de 2 000 francs CFA à un chauffeur de taxi au cours d'un contrôle de routine. Le témoignage est signé Moussa Koulibaly, Hamza Diaby. Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en dernier ressort, à la majorité des voix, qu'il existe dans la cause de très larges circonstances atténuantes, vous condamne en répression en conséquence à 24 mois d'emprisonnement assorti du sursis et à 100 000 francs d'amende chacun. C'est le verdict retenu contre 4 policiers coupables de racket, les sergents-chefs Oulaï Médard, Oukepoulé Molière, Laïbitra Olivier et le sergent Treizadi. Tous sont en fonction à la préfecture de police. Ils sont accusés d'extorsion de fonds par l'unité de lutte contre les rackets, une unité spécialisée de la police nationale. Selon le rapport d'enquête, les faits remontent au 19 décembre 2012, lorsque les 4 policiers extorquent la somme de 2 000 francs à un chauffeur de taxi après un contrôle de routine. La procédure judiciaire anti-racket engagée aboutit au procès des 4 prévenus ce jeudi 5 novembre au tribunal militaire d'Abidjan. Par cette condamnation, le tribunal militaire montre sa volonté de lutter efficacement contre le racket dans les rangs des hommes en uniforme. Mais selon la défense, le dossier présente encore des zones d'ombre. Leur accorder le sursis dans ce dossier, c'est révélateur de ce que dans le dossier, il y a encore des choses à faire. Donc, disons que le combat continue. En recevant la presse avant cette audience, le commissaire du gouvernement, Ange Kessikwame, a indiqué que le racket est l'un des facteurs qui contribuent à la cherté de la vie. Aucune tolérance ne sera donc accordée ni à la police, ni à la gendarmerie, ni dans l'armée. Pour une lutte sans merci contre ce fléau, le tribunal militaire d'Abidjan prévoit des procès tous les jeudis. Nous voulons faire en sorte que les Ivoiriens
puissent vivre librement et qu'ils puissent échanger leurs produits et qu'ils puissent faire circuler leurs produits sans être rackettés, sans être inquiétés. L'affaire de l'assassinat du général Robert Gueye a aussi été évoquée lors de cet échange avec les journalistes. Cette affaire connaîtra une suite mardi prochain avec la restitution des faits. Et on quitte le tribunal militaire d'Abidjan pour le siège du PNCS. Le PNCS qui vient de signer 11 conventions avec des structures sanitaires. L'objectif du programme national de cohésion sociale, accélérer le processus de prise en charge médicale et psychologique des victimes de la crise de 2010. Le reportage d'Adama Kamagaté et d'Amza Diaby. L'État de Côte d'Ivoire, via le PNCS, le Programme national de cohésion sociale, formalise par ses signatures la prise en charge médicale et psychologique des blessés de la crise post-électorale. Ce jeudi, une dizaine de conventions ont été signées entre l'institution et des acteurs de la santé. Objectif, accélérer le processus de prise en charge médicale et psychologique des blessés. On avait démarré avec 3 CHU. Et vous comprenez qu'avec 1000 blessés sur l'ensemble du territoire, 3 CHU, ils étaient vraiment dépassés. Et donc nous avons étendu à des structures privées afin que les victimes soient totalement prises en charge. La directrice du PNCS, le professeur Maria Toukone, a interpellé les acteurs de la santé quant au strict respect de leurs engagements, notamment la fourniture gratuite des soins nécessaires aux blessés jusqu'à leur totale guérison. Nous prenons l'engagement solennellement ici de participer pleinement à la réussite du programme de la prise en charge médicale et psychologique effective des blessés. Les représentants des blessés, pour leur part, espèrent que toutes ces actions leur permettront de recouvrer la totale santé. Nous entendons de cette convention la dynamisation du processus de prise en charge et d'indemnisation des victimes, qui doit se parfaire pour préserver des vies humaines. Sur 4500 victimes recensées par la Commission nationale d'enquête, 1000 blessés sont concernés par ce processus de prise en charge médicale et psychologique pour cette première phase enclenchée le 4 août dernier. Le ministère de l'Environnement annonce la fin des opérations de dépollution des sites contaminés par les déchets toxiques. Les 3 derniers sites, Alépé 2 et Gibi Village, contaminés par ces déchets, sont définitivement dépollués. Le ministre Ala Kouadio Rémy s'est rendu sur l'un des sites dépollués, nous disent Guillaume Zéré et Serge Koléa. Ala Kouadio Rémy sur le site de Gibi Village. Ici, les villageois ont souffert du déversement des déchets toxiques. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable est venu leur apporter la bonne nouvelle. Le traitement biologique des terres et matières polluées par les déchets toxiques du Probo-Kuala sur les sites d'Alépé 1 et 2 est effectif. Après la dépollution qui a été menée par Trédi et Trafigura sur les 17 autres sites. Cela est donc une victoire pour la Côte d'Ivoire. Le gouvernement du président Ouattara vient donc aujourd'hui dire aux Ivoiriens, pour ce qui est la pollution faite par le déversement des déchets toxiques du Probo-Kuala, c'est terminé. Le problème a été résolu du point de vue écologique. Cet engagement de l'État à tourner définitivement la page des déchets toxiques a impliqué toute l'expertise requise en pareilles circonstances. Des experts locaux du BNET, le Bureau national d'études techniques et du développement, du CIAPOL, le Centre ivoirien antipollution et des experts occidentaux ont été à la tâche dans le traitement des sols de ces différents sites. Et il était presque impossible de passer ici sans se boucher les narines, jusqu'à ce que Biogénie soit amené ici pour nous permettre de vivre, je n'ose pas dire à l'aise, mais c'est tout comme. Le ministre Ala Kouadio a aussi remis des médicaments au centre de santé de Gibi Village, ce qui va permettre de continuer la prise en charge sanitaire des personnes contaminées. Pour rappel, c'est en août 2006 que le Probo-Kuala avait débarqué au port d'Abidjan avec plus de 580 tonnes de déchets toxiques. Déchets déversés aux alentours d'Abidjan et qui ont fait 17 morts et provoqué l'intoxication de milliers de personnes. La plus grande catastrophe environnementale de l'histoire de la Côte d'Ivoire.
Et le Brésil qui devrait commencer son opération de dépollution. Un village englouti par une coulée de boue fait 17 morts dans le sud-est du pays. Un barrage qui retenait des boues toxiques de déchets minéraux dangereux pour l'environnement a cédé. L'accident a provoqué une gigantesque coulée de boue qui engloutit le village. Les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants. Alexis Ouedraogo. Maisons englouties, habitations détruites, voitures embourbées. Ce vendredi, des bulldozers travaillaient pour dégager les routes obstruées par la coulée de boue et des déchets miniers. 122 maisons ont été englouties par le torrent de boue et 150 personnes contraintes à s'abriter dans la nuit de jeudi au village voisin. Le barrage de Fuando retenait des boues toxiques de déchets minéraux sur une superficie équivalente à 10 stades de football. Pour des raisons encore inconnues, il a cédé jeudi en milieu d'après-midi, libérant cette importante coulée de boue. La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a proposé au gouverneur de l'État de Minas Gerais, où la catastrophe s'est produite, l'aide de l'armée et de la défense civile. L'État de Minas Gerais est le cœur minier du Brésil depuis le XVIe siècle. L'exploitation de l'or qui a fait la richesse initiale a été remplacée depuis par l'extraction de nombreux minéraires, notamment le fer et des pierres semi-précieuses. Selon les analystes, les coûts de nettoyage pourraient dépasser le milliard de dollars. Retour en Côte d'Ivoire, direction le zoo d'Abidjan. Le ministère des Eaux et Forêts vient de renforcer ce zoo d'Abidjan avec 4 nouveaux zèbres d'une valeur de 39 millions de francs CFA. Le ministre Mathieu Babodare a présenté ces animaux au public aujourd'hui. Nous Sangaré, Grâce Kando. Zoo d'Abidjan, autrefois ce parc zoologique, faisait la fierté de la Côte d'Ivoire. Mais suite à la crise post-électorale de 2010, ce parc a payé un lourd tribut avec la disparition de plusieurs espèces animales, perdant ainsi son lustre d'antan. Mais depuis 3 ans, le zoo national d'Abidjan renaît peu à peu de ses cendres avec sa réhabilitation par l'État ivoirien. Il y a les animaux qu'on ne voyait pas avant. Avec les enfants qu'on vient, on est là, on tourne, bon, il n'y a presque rien. Mais maintenant, on est satisfait. Parce qu'il y a un peu de tout maintenant. Dans sa politique de repeuplement de ce parc zoologique, l'État ivoirien vient de doter le zoo national d'Abidjan de 4 nouveaux zèbres. Coût total des zèbres, 39 millions de francs CFA. Il y en a 4, un mâle et 3 femelles. Ce sont des animaux de moins de 2 ans qui vont atteindre peut-être la maturité sexuelle l'année prochaine. Ils ont été achetés en Afrique du Sud. Pensons que petit à petit, d'ici l'émergence, on aura un zoo qui sera à la hauteur de cette vision du chef de l'État. C'est un événement exceptionnel pour le zoo, même pour Abidjan, parce que c'est la première fois que nous avons cette espèce animale dans le zoo. C'est ma propre joie, mais je suis content pour nos enfants. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie de remise, dont le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara. Le zoo d'Abidjan existe depuis 1973. Il compte en son sein 270 animaux de 40 espèces animales. Je vous conduis à présent au Palais de la Culture où se tient la 3e édition Abidjan Festival. C'est un festival des musiques du monde. Et pendant 3 jours, les mélomanes ivoiriens vont voir défiler sur la scène plusieurs genres musicaux. Une soirée ivoiro-marocaine figure au programme. Et c'est ce que va nous dire dans nos prochaines éditions Éric Goré et Serge Koléa. Parlons de l'Abissa qui se poursuit à Grand-Bassam. L'Abissa, nouvel land du peuple Nzima Kotoko, est un moment de réjouissance populaire. Hier, c'était la 4e journée et cette journée était dédiée aux femmes, des femmes considérées comme la mémoire du peuple Nzima Kotoko. Notre reporter Herman Niamien nous explique. La femme a l'honneur au 4e jour de l'Abissa. Chez le peuple Nzima, elle est considérée comme la mémoire de la famille parce que c'est elle qui enfante, c'est encore elle qui s'occupe des enfants et du ménage. Et dans le foyer, elle est considérée comme le premier conseiller de son époux. Pour cette journée dédiée aux femmes, elles ont eu pour marraine Clarisse Duncan, l'épouse du premier ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan, lui-même fils de Grand-Bassam. Reçue d'abord avec tous les honneurs au palais royal en présence de la reine-mère, la marraine de la cérémonie a fait son entrée sur la place de l'Abissa aux environs de 16 heures.
Clarisse Duncan a pu assister à la critique sociale exécutée par les chansonniers d'Azureti et autour de danse des familles Douafou et leurs alliés les Ezoïlés. Après avoir suivi ces rituels avec beaucoup d'intérêt, la marraine de la journée a elle aussi participé aux prestations de danse. La Bissa se poursuit et la journée de ce jeudi est dédiée aux forces vives, avec pour thème l'union des forces vives de cette famille, gage de l'émergence du peuple Nzima. Hors de la Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, Discope Africa 2015 a refermé ses portes aujourd'hui à Johannesburg et la RTI y était ainsi que quelques producteurs ivoiriens indépendants. Ce marché annuel est l'occasion d'acquérir ou de vendre des programmes, mais aussi de se mettre à l'heure des tendances internationales en matière de contenus audiovisuels. Faisons tout ce point avec notre envoyé spécial, Christelle Menant. 3 jours d'échanges, de rencontres d'affaires qui détermineront les couleurs du paysage audiovisuel africain ces prochains mois. Du 4 au 6 novembre 2015, à Discope Africa, distributeurs et chaînes de télé ont vendu ou acheté du contenu quand certains producteurs indépendants trouvaient des financements pour leurs projets. À ce Discope Africa de Johannesburg, la dizaine de professionnels issus de l'industrie audiovisuelle ivoirienne a trouvé son compte. Progressivement, notre présence est en train de se marquer ici au Discope. Donc éventuellement, nous sommes beaucoup sollicités. En même temps, nous arrivons à conclure des choses plus intéressantes que les premières années. Les téléspectateurs ivoiriens verront des contenus de programmes plus ambitieux, plus novateurs. Et c'est un peu cela notre cheval de bataille. Et nous pensons avoir fait de bonnes affaires au Discope. Notre participation devient de plus en plus évidente puisque nous avons lancé un dispositif depuis 2014. Donc nous sommes plutôt attendus finalement maintenant à ce type de marché. Nous avons rencontré un certain nombre d'interlocuteurs qui sont intéressés par nos contenus. Étant donné que notre catalogue s'est étoffé, on est passé de 300 heures à presque 1000 heures cette année avec 28 titres de fiction ivoirienne que nous avons présentés et qui ont été bien accueillis par les participants. Donc nous espérons pouvoir conclure des deals très rapidement au retour à Abidjan. Moi, ce que je retiens de positif, c'est que je vois que notre pays commence à se positionner à l'international. On a un beau stand, on est bien placé. Il y a eu pas mal de visites au stand de RTI. Plus on est exposé, plus on est vu. Plus il y aura des retombées financières qui seront redistribuées aux travailleurs que nous sommes du cinéma. Pour les organisateurs, le succès de ce Discope Johannesburg 2015, après celui d'Abidjan en juin dernier, confirme l'opportunité de l'édition ivoirienne. La particularité de cette édition, c'est le fait qu'elle s'inscrit dans notre volonté d'avoir aujourd'hui 2 grands marchés par an. Un qui se déroule donc en Côte d'Ivoire, l'autre en Afrique du Sud. Nos participants nous ont suivis. La particularité de cette édition, c'est d'accueillir une participation beaucoup plus importante en provenance d'Afrique francophone. Voilà, la RTI, vous l'avez vu, participe à ce salon africain de l'audiovisuel en Afrique du Sud. Et le groupe y est à travers RTI Distribution qui propose aux acheteurs internationaux présents plus d'une vingtaine de fictions ivoiriennes. On retrouve notre envoyé spécial, Christelle Menant. Pour cette 11e édition de Discope Africa à Johannesburg, environ 2000 professionnels de contenu audiovisuel venus des 4 coins du monde participent au marché. La Côte d'Ivoire y est présente à travers la RTI et des producteurs indépendants à la recherche d'opportunités. RTI Distribution étoffe son offre et propose 28 productions ivoiriennes aux chaînes de télévision et autres plateformes de diffusion en ligne venues acheter du contenu. Une offre de fiction ivoirienne qui monte en puissance quantitativement et qualitativement. Jeune qui est capable d'identifier le chef de la banque a planifié l'attaque. Quoi? Je ne plus. Merde! C'est passé de la petite comédie rigolote à aujourd'hui des vraies séries qui sont des polars par exemple. Et je trouve que la qualité technique aussi a suivi. Donc normalement ce sont des productions qui se tiennent, qui peuvent vraiment jouer leur partition sur le plateau international. Je pense qu'elles sont de bonne qualité et qu'elles peuvent avoir un écho favorable auprès du public nigérian. Les Nigérians peuvent adhérer aux histoires qui y sont racontées
Et c'est précisément les contenus que nous recherchons. Originalité des thèmes, créativité et surtout professionnalisation. Le talent ivoirien bénéficie d'une politique d'accompagnement du premier média public, la RTI. Depuis la détection de projets porteurs jusqu'à la distribution en passant par la coproduction. Un business model présenté par le directeur général du groupe lors d'une session du Discope. Depuis 2 ans, je dirais, donc maintenant, nous avons décidé d'investir un peu plus d'argent et donc de prendre un peu plus de risques. Nous apportons notre pierre au rayonnement de l'industrie audiovisuelle ivoirienne qui, je pense, devrait surprendre l'Afrique et le monde demain parce que nous pensons qu'il y a vraiment beaucoup de talents que nous voulons aider à révéler. Une politique d'accompagnement indispensable pour espérer tirer profit d'une industrie audiovisuelle et cinématographique évaluée en Afrique à plus de 500 millions de francs CFA. Un chiffre d'affaires qui devrait tripler d'ici 2020. Un boom africain qui s'illustre déjà par un nombre sans cesse croissant de participants au Discope Africa. Ils sont producteurs, distributeurs ou parties prenantes de chaînes de télévision, tous acteurs clés du développement de l'industrie audiovisuelle multiplateforme et multi-écran en Afrique. Ils sont à Johannesburg depuis le 4 novembre et ce, jusqu'au 6 novembre 2015. Et ajouter qu'Abel Kwame et Anna Ballo, tous deux producteurs indépendants ivoiriens, ont remporté chacun les premiers films d'animation et séries télévisées. Et comme récompense, ils ont reçu un financement d'environ 2 000 €, soit 1 330 000 francs CFA pour les projets présentés. Des ordinateurs fabriqués en Afrique, on en trouve désormais au Rwanda. Positivo BGH, l'un des 10 plus grands groupes informatiques au monde, a choisi Kigali pour sa première implantation en Afrique. Et ce partenariat d'entreprises argentino-brésilien entend vulgariser les techniques de l'information et de la communication sur le continent. Derrière ces murs se trouve la première usine d'assemblage de composants d'ordinateurs en Afrique, inaugurée en juillet 2015. L'entreprise sud-américaine Positivo BGH a choisi de s'implanter au Rwanda pour sa gouvernance robuste, son environnement amical et son accès au marché. Le projet a mis moins d'1 an à se concrétiser et la chaîne de production tourne déjà à plein régime. Pour l'instant, nous produisons environ 500 unités par jour. Et nous avons pour objectif d'étendre la production très rapidement. Nous avons une capacité supérieure à 1 million d'unités par an. Alors pour l'instant, la première étape, c'est de livrer 150 000 ordinateurs au gouvernement. En effet, l'entreprise a signé en novembre 2014 un contrat avec le ministère de l'Éducation rwandais pour devenir le fournisseur du programme Smart Classroom. Cette initiative gouvernementale a pour objectif de permettre aux étudiants d'acquérir les bases de l'informatique et au pays de soutenir son développement économique grâce aux nouvelles technologies. Cela m'apprend à me servir des ordinateurs et à découvrir les nouvelles technologies. Des élèves ravis, et pour leurs professeurs, ces ordinateurs Made in Africa servent avant tout d'outils pédagogiques. Cela permet d'aider à l'apprentissage des élèves. Ils sont motivés pour les utiliser car de temps en temps on apprend l'anglais avec. Nous enseignons grâce à ces ordinateurs et cela développe leur créativité. L'entreprise, qui emploie une 50aine de personnes, majoritairement recrutées et formées localement, entend aller au-delà de ce contrat avec le Rwanda. Positivo BGH espère se développer rapidement dans le reste de l'Afrique, en se lançant notamment dans la production de téléphones et de télévision. La Russie suspend ses vols vers l'Égypte et rapatrie ses ressortissants une semaine après le crash de l'avion russe dans le Sinaï et qui a fait 224 morts. C'est une décision du président Vladimir Poutine sur recommandation des services secrets russes. Londres, jugeant la piste de l'attentat à la bombe hautement probable dans ce crash, a également suspendu ses vols vers l'Égypte et a commencé à rapatrier ses ressortissants. Seulement, ce vendredi, ce rapatriement a rencontré quelques difficultés. Les autorités égyptiennes ont suspendu l'arrivée des vols des compagnies britanniques. Elles n'ont autorisé que 8 des 29 vols prévus pour rapatrier les touristes britanniques. Et ajouter cette information que l'on vient d'apprendre, une des boîtes noires de l'avion qui s'est écrasé dans le Sinaï samedi dernier confirme le caractère brutal, soudain de l'événement qui a précipité la chute de l'appareil dans le Sinaï égyptien.
L'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et formelles du gaz moutarde, a été utilisé dans le conflit syrien en août dernier. Selon l'organisation, le gaz asphyxiant aurait été utilisé dans la province d'Alep, précisément dans la ville de Maria, un bastion de la rébellion syrienne. Et le groupe État islamique est pointé du doigt par des militants syriens. L'organisation terroriste a déjà été accusée à plusieurs reprises ces derniers mois d'avoir eu recours à l'arme chimique en Syrie comme en Irak. Aucune certitude pour l'heure sur l'ampleur de l'attaque. 32 millions d'électeurs birmans sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur nouveau Parlement qui, à son tour, élira le président et les 2 vice-présidents du pays. Sachez que c'est la première fois depuis 1960 qu'un scrutin démocratique est organisé en Birmanie. L'opposante historique Aung San Suu Kyi, qui a mené une campagne très active, espère une voix éclatante pour diriger le pays. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Ali Diarasouba.